Je suis assise à la table de la cuisine de mes parents, la même surface en érable où j'ai fait mes devoirs pendant 15 ans, et je remarque comment le vernis s'est usé aux endroits où nos assiettes étaient toujours posées. Maman s'affaire à la cuisinière, jetant périodiquement un coup d'œil à papa, qui verse du vin avec une générosité inhabituelle. Encore de la purée, Chloé, demande maman, sa voix étrangement aiguë. Ça va, merci. Je la regarde servir une deuxième portion dans l'assiette de Théo sans attendre sa réponse. Mon frère le remarque à peine, ses pouces pianotant frénétiquement sur l'écran de son téléphone. Sa femme, Sophie, s'occupe de leur fils de 8 ans, Louis, coupant sa viande en carrés précisément égaux. C'est agréable, n'est-ce pas? Nous tous ensemble un mardi soir, poursuit maman, lissant son tablier. Si rare de nos jours avec les emplois du temps de chacun. J'acquiesce, prenant une gorgée de vin pour masquer mon froncement de sourcils. Un dîner de famille un mardi soir sans occasion particulière. La belle vaisselle. La montre de retraite de papa étincelante à son poignet. Les boucles d'oreilles de perles de maman qui ne sortent que pour l'église et les remises de diplômes. Quelque chose ne va pas. Théo et papa échangent un regard. Maman laisse tomber sa fourchette avec un cliquetis. Chloé, maman s'éclaircit la gorge. Nous devons discuter de quelque chose d'important concernant l'avenir de Louis. L'atmosphère change. Je pose mon verre. Papa fait glisser un document d'allure officielle sur la table vers moi. En tête de banque. Papier de prêt. Mon estomac se serre tandis que je parcours la première page. Accord de cautionnement pour un fonds d'études de 40 000 €. C'est juste une formalité, dit Théo, posant son téléphone pour la première fois de la soirée. Son ton répété me donne des frissons. La banque a besoin d'une deuxième signature avec un bon dossier de crédit. Quelqu'un de responsable. Le compliment sonne creux. Je tourne la page, où mon nom est déjà tapé dans le champ du cosignataire. Tu as enfin ton argent de prime, dit maman, tendant la main vers la mienne. Ses yeux se remplissent de larmes bien entraînées. La famille s'entraide. La réalisation me glace le cœur. Ce dîner n'était pas spontané. L'invitation. Les couverts élégants. Ce mardi inhabituel. Un piège calculé. Il planifie cela depuis des semaines. Je regarde mon neveu, Louis. Il pousse innocemment des petits pois en motif. Ignorant qu'il est le pion émotionnel de la partie de ce soir. La cuisine se dissout autour de moi, remplacée par les lumières fluorescentes de la pharmacie du Progrès il y a 12 ans. Moi, à 16 ans, comptant des pilules dans des flacons après l'école pendant que d'autres enfants allaient au match de football. Mes manuels étalés sur la table de la salle de pause pendant mon dîner de 30 minutes, étudiant pour des examens du bac qui pourraient me valoir des bourses. Mes parents ne sont jamais venus à mes concours scientifiques. Mais les matchs de football de Théo? Ils avaient fait faire des sweatshirts personnalisés. Le jour où j'ai reçu ma lettre d'acceptation avec bourse complète, maman avait levé les yeux de la préparation du dîner préféré de Théo. C'est bien, ma chérie. Pourrais-tu mettre la table? 2 mois plus tard, ils ont organisé une fête de départ pour Théo à l'université avec 50 invités. J'ai célébré ma bourse seule avec un unique cupcake acheté à la boulangerie où j'avais fait des remplacements d'été. Le taux d'intérêt est raisonnable, dit papa maintenant, tapotant le papier avec son index, me ramenant au présent. Et l'avenir de Louis dépend de cette base. Ma gorge se serre. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. La mâchoire de Théo se crispe. Le rendez-vous à la banque est déjà prévu pour jeudi. Jeudi. Ma voix monte. C'est dans 2 jours. Après tout ce que nous avons fait pour toi, interjette maman, s'épongeant les yeux avec une serviette. J'ai failli rire. Que avait-il fait exactement? J'avais payé mes études grâce à des bourses et des petits boulots. 60 000 € de prêts étudiants que j'ai finalement remboursés le mois dernier. Pas de cosignataire sur ces papiers. Papa se penche en avant, sa voix prenant ce ton autoritaire qu'il utilisait quand je rentrais après le couvre-feu. C'est ce que fait la famille, Chloé. Excusez-moi, je marmonne, repoussant ma chaise de la table. Je vais aux toilettes. Je verrouille la porte derrière moi, agrippe le bord frais de l'évier et m'asperge le visage d'eau.
Dans le miroir, les yeux de ma grand-mère me regardent. Mamie, qui a élevé 3 enfants seule après la mort de papy, qui m'a appris à me tenir droite quand il était plus facile de me recroqueviller. Ta vie t'appartient d'abord. Elle me chuchotait quand je pleurais parce que Théo avait la plus grande chambre, le vélo plus récent, les louanges plus fortes. Mes mains tremblant me séchant le visage. Ils s'attendent à ce que je retourne là-bas et que je signe mon avenir financier pour un neveu dont le fonds d'études aurait dû être créé par ses parents il y a des années, pour un frère qui ne m'a jamais aidé une seule fois, pour des parents qui me voient comme le plan de secours fiable. Je redresse mes épaules, la force de ma grand-mère coulant dans ma colonne vertébrale. Le rendez-vous à la banque de jeudi est déjà dans leur calendrier. Mais ma réponse n'a pas à être celle qu'ils ont prévue. Avez-vous déjà été piégé par votre famille qui attendait votre soutien financier? Ce moment où vous réalisez que l'invitation à un dîner décontracté était en fait un piège soigneusement orchestré? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Le lendemain matin, le soleil matinal traverse les stores de mon appartement tandis que je fixe l'écran de mon ordinateur portable, mon café oublié à côté de moi. Mes doigts planent au-dessus du clavier, figés par ce que je vois. Accès au compte, 18h42 mardi. Le portail des avantages sociaux de l'entreprise enregistre chaque connexion. Hier, des heures avant le dîner de famille décontracté, quelqu'un a consulté les détails de ma prime depuis une adresse IP que je ne reconnais pas. Je prends mon téléphone, faisant défiler jusqu'à un contact que j'utilise rarement. 3 sonneries. Service comptabilité. Sylvie à l'appareil. Bonjour, Sylvie. C'est Chloé Durand. Une question rapide, la fille de Catherine Leclerc travaille-t-elle toujours à l'informatique? Une pause. Lisa? Oui, mais de quoi s'agit-il? Les pièces s'assemblent comme un puzzle que je n'ai jamais voulu résoudre. Lisa Leclerc, la fille de la meilleure amie de ma mère, la femme qui envoie des cartes d'anniversaire à maman chaque année. Qui travaille à la sécurité informatique? Juste une vérification. Merci. Je raccroche avant qu'elle ne puisse poser plus de questions. Mon relevé bancaire le montre clairement. 15 200 € déposés vendredi dernier. Le montant exact que maman a mentionné au dîner, à l'euro près. Il savait précisément ce que j'avais. Mon téléphone vibre. Théo encore, son 5e appel depuis que je suis partie hier soir. Je le laisse aller à la messagerie vocale, puis j'ouvre mes messages textes. Je remonte des semaines en arrière, trouvant le chat de groupe que j'avais mis en sourdine il y a longtemps. Théo, elle vient d'avoir sa prime. Maman a confirmé le montant. La stratégie du dîner est toujours d'actualité pour mardi. Papa, confirmé. Ta mère prépare son plat préféré. Théo, parfait. Elle ne s'y attendra pas. Mon estomac se tord comme si quelqu'un m'avait frappé. Je claque l'ordinateur portable et me dirige vers mon placard, sortant le vieux carton que j'ai déménagé avec moi dans tous les appartements depuis l'université. À l'intérieur, sous des annuaires et des certificats scolaires, je trouve mon journal d'enfance avec la serrure cassée. 15 mai. Maman et papa ont acheté une voiture à Théo pour son diplôme. Ils m'ont donné une carte avec 50 €. 3 septembre. J'ai manqué mon concours scientifique parce que Théo avait un match. Papa a dit, il y aura d'autres concours. 25 décembre. Théo a eu le nouvel ordinateur. J'ai eu des vêtements pour l'école. Page après page de favoritisme documenté, écrit d'une écriture de plus en plus petite, comme si j'essayais de faire en sorte que mes plaintes prennent moins de place, comme je le faisais toujours à la maison. Au fond de la boîte se trouve un dossier de documents de prêt. Mon nom seul sur chaque page. Pas de co-signataire. Pas de soutien parental. Mon téléphone sonne encore. Théo. Quoi, je lâche, répondant contre mon meilleur jugement. Tu dois arrêter d'être difficile, dit-il, sautant le bonjour. Maman a pleuré toute la matinée. Je ne signe pas ces papiers. La famille s'entraide, Chloé. Que dirait mamie si elle te voyait si égoïste? La mention de ma grand-mère fait bouillir mon sang. N'ose pas utiliser mamie contre moi. Elle m'a appris à me tenir sur mes propres pieds, quelque chose que tu n'as jamais appris. Écoute, Louis en a besoin.
C'est son avenir. Pourquoi toi ou maman et papa ne pouvez-vous pas co-signer? Pourquoi moi? Sa pause me dit tout. Parce que ton score de crédit est meilleur, admet-il finalement. La retraite de papa a affecté leur score, et Sophie et moi avons le prêt immobilier. Alors je suis le plan de secours. Tu es dramatique. Papa dit que tu fais honte à la famille. Les gens à l'église posent des questions. Ma sonnette retentit. Je regarde par le Judas et vois Sophie, parfaitement coiffée comme toujours. Je dois y aller, je marmonne, raccrochant. Avant que je puisse décider d'ouvrir la porte, mon téléphone sonne avec un email de travail. De Jeanne DRH. Tout va bien? J'ai reçu un appel inquiétant d'un de vos proches concernant vos difficultés. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Ils appellent mon lieu de travail maintenant? La sonnette retentit de nouveau, plus insistante. Cependant, je ne réponds pas et me prépare pour le travail, car j'avais une réunion plus tard ce matin-là. Au travail plus tard, Margot du laboratoire de recherche s'installe sur la chaise à côté de mon bureau. À 62 ans, elle a tout vu. Ses boucles poivre et celles encadrent un visage qui ne supporte pas les imbéciles. Tu as l'air de ne pas avoir dormi, dit-elle, poussant un café vers moi. Des problèmes de famille? J'hésite. Comment as-tu su? Ton frère a appelé la réception pour te demander. Quelque chose à propos d'une urgence familiale. Elle se penche plus près. J'ai dit à la réception que tu étais en réunion toute la journée. Merci, je chuchote, le soulagement m'envahissant. C'est compliqué. La famille l'est souvent. Les yeux de Margot se plissent. Ma sœur a essayé la même chose quand notre père est mort. Voulait que j'hypothécasse ma maison pour sauver la sienne. Elle me pointe du doigt. Les gens qui utilisent la famille comme une arme ne méritent pas ton sacrifice. Mon téléphone vibre avec un message de ma meilleure amie Léa. Je prends des nouvelles. Envie de dîner ce soir? Avant que je puisse répondre, le nom de Théo s'affiche sur mon écran. Chloé, il faut qu'on parle. J'ai déjà dépensé une partie de l'argent du fonds d'études pour. Je refuse l'appel, mon cœur battant la chamade. Il a déjà dépensé l'argent? De l'argent qui n'existe pas encore? Mon téléphone de bureau sonne. Un numéro local que je ne reconnais pas. Bonjour, Chloé? Ici Marc Dubois de la Première Fédérale. J'appelle au sujet du compte familial que votre père a mentionné. Je raccroche, les mains tremblantes. Ce soir-là, le numéro de ma mère apparaît sur mon téléphone. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je refuse une invitation à un dîner de famille. Je ne peux pas venir ce soir, dis-je fermement. Ni jeudi. Chloé, Catherine Durand. Sa voix se brise. Tu brises le cœur de ton père. Je termine l'appel et remarque quelque chose d'étrange. Mes mains ont cessé de trembler. Le lendemain matin, Théo apparaît dans le hall de mon immeuble. Sa voix résonne dans l'atrium. Je dois voir ma sœur. C'est une urgence familiale. Mes collègues me regardent le rejoindre au bureau de sécurité. Tu dois partir, lui dis-je. Assez fort pour que tout le monde entende. Pas avant que tu n'acceptes de signer ces papiers, siffle-t-il. Non. Le mot me semble étrange mais puissant sur ma langue. La réponse est non. Tandis que la sécurité l'escorte, je sens le poids des regards et des chuchotements, mais je redresse mes épaules et retourne à mon bureau. Le dimanche de cette semaine-là, le tableau d'affichage de l'église se dresse devant moi, affichant des annonces familiales dans une écriture joyeuse. J'ai à peine franchi les lourdes portes en bois que tonton Roger apparaît à mon coude. Voilà ma nièce préférée, dit-il, sa main serrant mon épaule. Ta mère me dit que tu as du mal à comprendre les obligations familiales. Avant que je puisse répondre, tante Chantal apparaît de l'autre côté. Louis est un garçon si brillant. Dommage que son potentiel soit gaspillé à cause de l'orgueil. Leur attaque coordonnée se poursuit pendant l'heure du café. Des proches apparaissent avec des arguments répétés chaque fois que j'essaie de m'échapper. Le pasteur Duval me coince même à côté de l'étagère des cantiques. Le bon livre nous dit que la famille passe avant tout, Chloé. Tes parents ont beaucoup prié à ce sujet. Donc, mon estomac se noue. Des prières pour mon compte bancaire.
Quelle commodité. Lundi matin apporte une enveloppe blanche nette dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une seule ligne tapée en gras. Les filles ingrates brûlent en enfer. Le papier tremble dans ma main. Théo appelle ce soir-là, sa voix épaissie de larmes de pratique. Louis a demandé pourquoi tante Chloé ne l'aimait pas assez pour l'aider à aller à l'université. Mon neveu de 8 ans, soudain préoccupé par le financement de l'enseignement supérieur. Chez Carrefour, mardi. Madame Bernard, qui me connaît depuis la maternelle, examine le contenu de mon caddie et renifle. Certaines personnes se souviennent d'où elles viennent, marmonne-t-elle, assez fort pour que les autres acheteurs l'entendent. Le coup de grâce arrive mercredi, quand papa apparaît à la réception de mon lieu de travail. Sa montre de retraite étincelante sous les lumières fluorescentes. Je dois parler à ma fille. Il dit à la réceptionniste avec le ton autoritaire qui m'envoyait autrefois me réfugier dans ma chambre. Urgence familiale. Je le rejoins dans le hall, les bras croisés. C'est inapproprié. Ce qui est inapproprié, c'est d'abandonner ta famille quand elle a besoin de toi. Sa voix porte jusqu'à mes collègues traversant la sécurité. Jeudi. 10 heures. L'agent de crédit nous attend. Cette nuit-là, je fixe le plafond de mon petit appartement, calculant combien d'heures il me reste avant de devoir hypothéquer mon avenir financier. Mon email professionnel sonne à 21h17. Poste de recherche biomédicale. Expansion de la branche de San Francisco. Candidats internes qualifiés, encouragés à postuler immédiatement. Je cligne des yeux devant l'écran. La description du poste correspond parfaitement à mes compétences. 3 minutes plus tard, Margot DRH envoie un SMS. Tu as vu l'annonce? Date limite de candidature vendredi. Ton expérience avec le projet Carlton te rend parfaite. Pour la première fois depuis des jours, je respire profondément. 3000 km d'isolement géographique. La possibilité se déploie comme une carte montrant une voie d'évacuation. Je postule à minuit, mes doigts volant sur mon clavier. Jeudi arrive avec mon anxiété. Pourtant, je ne rencontre pas mon père le matin et ne signe rien. Cependant, le soir arrive avec une autre embuscade. Celle-ci chez mes parents, où j'ai été convoqué pour parler raisonnablement. Je me fiche dans l'embrasure de la porte, comptant les têtes. Théo et Sophie. Maman et papa. Pasteur Duval. Tonton Roger et tante Chantal. 2 anciens de l'église. Et ma cousine Stéphanie, qui travaille à la banque. Une intervention, annonce Théo. Poitrine bombée de justesse. Parce que nous nous inquiétons de ton bien-être spirituel. Pendant 20 minutes, je reste silencieuse pendant que Théo prononce ce qui ressemble à un sermon préparé sur le devoir chrétien et l'obligation familiale. Maman s'éponge les yeux avec un mouchoir que je reconnais de ses représentations théâtrales communautaires. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, chuchote-t-elle, sa voix se brisant parfaitement à point nommé. La pièce bourdonne de murmures d'accord. Ta grand-mère serait tellement déçue, ajoute tante Chantal, bien qu'elle ait à peine connu mamie. Quelque chose se brise en moi. Ma grand-mère m'a appris à me tenir sur mes propres pieds. Tu as toujours été difficile. Papa soupire. Difficile? Le mot s'échappe comme de la vapeur d'une cocotte minute. J'ai travaillé tous les étés depuis mes 15 ans. J'ai gagné ma bourse. J'ai payé mes prêts étudiants sans cosignataire ni aide familiale. J'ai aussi fait des sacrifices. Théo bondit en avant. Il ne s'agit pas de toi. Ce n'est jamais le cas, je me lève, surprise par la stabilité de mes mains. Et c'est le problème. Plus tard cette nuit-là, après la dispute et leur départ, Léa m'aide à emballer l'essentiel dans des cartons non marqués rangés dans son garage. Il pensait vraiment qu'un cercle de prière te convaincrait de signer un prêt? Il pensait que Dieu soutiendrait leur plan financier. J'enveloppe la tasse de thé en porcelaine de ma grand-mère dans du papier bulle. Le service des ressources humaines de San Francisco a appelé. Ils veulent un entretien virtuel demain. Vendredi matin, j'ai accepté le poste en Californie avec une augmentation significative. Margot a réorganisé mon emploi du temps sans poser de questions. Urgence familiale, dit-elle à mon superviseur avec un clin d'œil complice.
J'ai également vérifié mon billet aller simple prévu pour mercredi de la semaine prochaine. Mon voisin âgé, Monsieur Martin, accepte de récupérer mon courrier. J'ai dû échapper aux combines de mon propre frère en 2082, me confie-t-il. Parfois, la distance est le seul langage qu'ils comprennent. Chaque action crée un élan. Lundi matin, les comptes bancaires sont transférés vers des agences de la côte ouest. Le transfert de courrier est mis en place. Le même jour, j'ai effectué mon dernier remboursement de prêt étudiant. J'ai célébré un prêt avec du cidre pétillant dans un verre en plastique. La symétrie me semble juste, commençant et terminant mon parcours d'indépendance financière en solitaire. Mardi, en nettoyant le tiroir de mon bureau, j'ai trouvé la lettre de mamie du jour de ma remise de diplôme. Le papier jauni révèle son écriture soignée. Ta vie t'appartient d'abord, Chloé. Choisis judicieusement à qui tu en donnes des morceaux. L'amour n'exige pas la faillite de l'esprit ou du portefeuille. Cette nuit-là, je pleure pour la première fois depuis le début. Non pas de peur ou de culpabilité, mais de reconnaissance. Dans le miroir du matin, je vois les yeux déterminés de mamie me regarder. Ma lettre d'adieu prend 3 brouillons. Ne pas m'excuser s'avère le plus difficile. Je la place dans une enveloppe adressée à mes parents, la laissant sur le comptoir de ma cuisine à côté d'un chèque de 500 € pour l'avenir de Louis. Un cadeau, pas une obligation. Le contrat de location en Californie arrive par email. Ma signature coule facilement sur le document électronique. Le poids sur ma poitrine s'allège à chaque lettre. Mon téléphone vibre avec le message de Théo. Papa fait notarier les papiers. Sois à la banque jeudi à 10 h. Je ne réponds pas. Je vérifie juste mon itinéraire de vol une dernière fois. Départ mercredi. Billet aller simple. Et c'est comme ça que je suis partie ce mercredi soir. Le chauffeur de covoiturage m'a aidé à charger mes 2 valises à l'aéroport après mon arrivée à San Francisco. Grand voyage? Le plus grand. Je réponds, prête à accepter ma nouvelle vie loin de ma famille. Alors que la voiture s'engage sur l'autoroute loin de l'aéroport, je regarde la silhouette de la ville par la fenêtre. À chaque pas vers ma nouvelle vie, mon sourire s'élargit, s'étirant vers un horizon californien où personne ne m'attend avec des papiers à signer. Le soleil californien traverse des rideaux inconnus tandis que je m'étire sur le lit de mon hôtel où je loge jusqu'à la fin de cette semaine. Je déménage dans mon nouvel appartement dimanche. Mon téléphone reste délibérément éteint, posé sur la table de chevet comme une bombe endormie. En ce moment, ma famille est réunie à la Banque nationale première de Boston, consultant leur montre et devenant de plus en plus irritée par mon absence. Ma planification méticuleuse a mené à ce moment. Je repense aux dîners dominicaux en famille auxquels j'ai assisté, avec des sourires forcés. La manière prudente dont j'ai répondu aux questions persistantes de Théo concernant le prêt, avec des phrases vagues comme « je suis toujours en train d'y regarder » et « le timing n'est pas idéal pour l'instant ». Je me souviens comment ma famille m'a forcé, surtout mon père. Les rendez-vous sont confirmés pour jeudi à 10 h, tu seras là. Pas une question, un ordre. J'ai acquiescé nonchalamment en chargeant le lave-vaisselle, gagnant un temps précieux alors que mon plan d'évasion se solidifiait. Hier soir, pendant qu'ils dormaient dans leur confortable maison de banlieue, j'ai embarqué sur le vol 1422 pour San Francisco. Alors que l'avion s'élevait à travers les nuages du Massachusetts, j'ai senti le poids de 30 ans d'obligations s'évanouir. Ma poitrine s'est dilatée à chaque kilomètre vers l'ouest. J'ouvre les rideaux de la chambre d'hôtel plus largement, me permettant d'absorber pleinement la lumière du Pacifique. 3000 kilomètres me séparent maintenant de la banque où Théo fait les 100 pas dans le hall, vérifiant sa montre toutes les 30 secondes. Mon téléphone s'allume lorsque je l'allume enfin. Le barrage est immédiat. 17 appels manqués, 32 messages textes. Le message vocal de maman est le premier à jouer, sa voix tremblante. Chloé, où es-tu? Tout le monde t'attend. S'il te plaît, rappelle immédiatement. Le message de papa est bref, autoritaire. C'est un comportement inacceptable. Appelle maintenant. Au 5e message vocal, le ton de Théo est passé de l'irritation à la panique. Si tu fais ce que je pense que tu fais, il y aura des conséquences légales. Je fais défiler les textes en sirotant le café du service d'étage.
Le dernier de maman envoie un frisson inattendu. Nous avons contacté la police. Tu es officiellement une personne disparue. Mes doigts planent au-dessus du clavier avant de taper une réponse à mon ancien superviseur au travail. Ils sont passés aux personnes disparues, comme nous l'avions anticipé. La réponse arrive rapidement. Les RH ont bloqué leur demande d'information ce matin. Votre statut d'emploi est confidentiel. Détendez-vous et profitez de la Californie. J'ouvre mon ordinateur portable et navigue vers le brouillon de mail que j'avais préparé des semaines auparavant. Une profonde inspiration, puis j'appuie sur envoyer. Le compte rendu complet de la manipulation de Théo, de la complicité de mes parents et de la pression financière systématique atteint maintenant notre famille élargie. Sont inclus des captures d'écran des messages de Théo planifiant la stratégie du dîner et de l'accès de maman à mon portail d'avantages sociaux de l'entreprise. Mon téléphone sonne. Police de Boston. La voix de l'officier est professionnellement neutre. Mademoiselle Durand, nous faisons suite à un rapport de personnes disparues déposé par vos parents. Je ne suis pas disparue, je réponds, ma voix plus stable qu'elle ne l'a été depuis des mois. J'ai déménagé pour le travail, volontairement. C'est ce que nous pensions, dit-il, avec un soupçon de sourire dans sa voix. Nous informerons votre famille que vous êtes en sécurité. Une notification apparaît, un message privé de Sophie, la femme de Théo. Je comprends pourquoi tu es partie. Il fait ça à tout le monde. Sois prudente. Tout au long de l'après-midi, mon réseau de soutien s'active comme un orchestre bien rodé. Léa confirme à ma mère paniquée que je suis saine et sauve mais que j'ai besoin d'espace. Margot envoie un court message texte. Potin de bureau stoppé. Votre histoire de remplacement tient. Profitez du dimanche. Monsieur Martin, mon voisin âgé, rapporte que mes parents sont apparus à mon ancien appartement, exigeant l'accès. Je leur ai dit que vous aviez déménagé. Légalement. Correctement. Ils sont partis déçus. Mon nouveau superviseur californien envoie un email de bienvenue me présentant à l'équipe. Aucune question posée sur mon changement soudain de date d'arrivée. Ce soir, ils ont organisé un dîner décontracté. Alors que le soir approche, la façade familiale commence à montrer ses premières fissures. L'amie de l'église de maman, Elisabeth, envoie un message. Votre mère raconte à tout le monde que vous avez fait une dépression nerveuse. Plusieurs d'entre nous lui ont suggéré de respecter votre vie privée. Je lui ai toujours dit que vous méritiez mieux. Oncle François, le frère aîné de papa, envoie un email. J'ai eu votre explication. Pas surpris. Théo a la main tendue depuis des années. La banque m'a appelé au sujet de ses précédentes demandes de prêt après votre absence. Les choses se désagrègent ici. Je sors sur le balcon de l'hôtel, regardant le soleil couler vers le Pacifique. Pour la première fois depuis des mois, un rire sincère bouillonne de ma poitrine. Inattendu. Libérateur. 3000 kilomètres de distance ont accompli ce que des années de conversation n'ont pas pu faire. La liberté a le goût de l'air californien. Frais et plein de possibilités. La notification de dîner de bienvenue s'affiche sur mon calendrier. Nouveau collègue. Nouveau départ. Pas d'histoire. Je m'habille avec soin, appréciant comment mes épaules se sont déjà détendues loin de mes oreilles. Alors que je me prépare à partir, un dernier message texte apparaît. De Louis, le fils de 8 ans de Théo. De toute évidence, il utilise le téléphone de Sophie. Tante Chloé, quand puis-je visiter la Californie? Je souris, répondant. Bientôt, mon grand. Bientôt. 3 mois plus tard, je gère des projets, des réunions, de nouveaux clients. Sans que personne ne me force à faire quoi que ce soit que je ne veuille pas. Cependant, un mardi après-midi, la lettre recommandée arrive au travail. Cachet officiel, écriture précise de mon père. À l'intérieur, une seule page. Ta mère s'est effondrée hier. Les médecins ne savent pas pourquoi. Nous avons besoin de toi à la maison. Mes mains tremblent, mais mon esprit reste clair. 3 mois de soleil californien n'ont pas effacé 28 ans de manipulation. J'appelle directement l'hôpital. Pas de patiente sous le nom de ma mère.
Cherchez des moyens créatifs de te faire répondre, commente Margot lors de notre pause déjeuner en visioconférence. Elle reconnaît les tactiques de manipulation familiale mieux que la plupart des thérapeutes. Combien en est-on ? 5 et 3 jours, dis-je, faisant défiler mon téléphone. Le message vidéo en larmes de maman hier. Théo utilise son fils pour un appel vidéo de manipulation. Le pasteur appelle au sujet de la guérison spirituelle. Et maintenant cette lettre. Margot beurre sa tartine avec une précision méthodique. Ils intensifient parce que tu gagnes. Samedi matin, alors que je travaillais depuis mon appartement, une notification par email retentit. Avis juridique concernant les obligations de fiducie familiale d'un cabinet d'avocats dont je n'ai jamais entendu parler. Une recherche rapide révèle qu'aucun cabinet de ce genre n'existe dans le Massachusetts. Mon téléphone vibre avec le nom de Théo. Contre mon meilleur jugement, je réponds. Louis veut te dire au revoir avant. La voix de Théo se brise parfaitement à point nommé. Avant quoi, Théo ? Avant qu'il ne s'arrête de demander après toi. Le gamin ne comprend pas pourquoi sa tante l'a abandonné. La vieille culpabilité monte, mais quelque chose de nouveau monte plus vite. La colère, claire et purifiante. Passe-moi Louis s'il est vraiment là, dis-je. Une pause. Il est à l'école. C'est samedi. L'appel se termine brusquement. 3 autres messages arrivent avant le soir. La santé de maman décline à cause du stress de l'abandon. Les parents vendent l'armoire de ma grand-mère qui m'était promise depuis l'enfance. Un ancien voisin appelle mon superviseur au sujet de mon comportement inquiétant à l'est. Je suis assise dans mon appartement, fenêtres ouvertes sur la brise côtière, et je prends ma décision. Lundi matin, j'envoie un email. Appel vidéo familial. Jeudi, 19h, heure de l'Est. Vous tous ensemble. Leur réponse afflue immédiatement. L'acceptation en larmes de maman. L'accord sévère de papa. La certitude suffisante de Théo. L'appartement se remplit de la lumière du coucher de soleil jeudi soir alors que j'arrange mon ordinateur portable avec précision. Derrière moi, pas de photos de famille. Seulement mes diplômes et mes certificats. Je me suis préparée à ce moment comme un chirurgien à une opération compliquée. À exactement 19h, je clique sur « Rejoindre la réunion ». Leurs visages apparaissent dans des cadres sur mon écran. Papa en tête de leur table de cuisine. Maman s'épongeant avec des mouchoirs à côté de lui. Théo et Sophie avec Louis visible en arrière-plan. Pasteur Wilson dans le coin. 3 ensembles de tantes et oncles que je reconnais à peine. Chloé. Papa commence. L'autorité imprègne sa voix. Nous nous sommes réunis en famille pour discuter de votre comportement inquiétant et... C'est moi qui parlerai en premier. J'interromps. Ma voix plus stable qu'elle ne l'a jamais été en m'adressant à lui. J'ai préparé des remarques et des preuves qui nécessitent toute votre attention. Maman commence à protester, mais papa lève la main pour la faire taire. La curiosité l'emporte brièvement sur son besoin de contrôle. Il y a 3 mois, vous m'avez piégé en exigeant que je co-signe un prêt de 40 000 € pour le fonds d'études de Louis. Je commence, partageant l'écran avec une chronologie méticuleusement organisée. Depuis lors, vous avez recours à des tactiques de plus en plus désespérées, que j'ai entièrement documentées. Théo se penche en avant. C'est ridicule. Nous essayons d'assurer l'avenir de notre fils. Et vous nous traitez comme des criminels. Vous avez dit à la Première Banque nationale que l'argent était pour l'éducation de Louis, je réponds, cliquant sur la diapositive suivante. Mais je vous ai enregistré disant à votre ami joueur de poker que cela couvrirait vos dettes de jeu. L'enregistrement est joué. La voix inconfondable de Théo. La prime de Chloé est exactement ce dont j'ai besoin pour vider les tables. Une fois qu'elle aura signé, je m'inquiéterai de l'université de Louis plus tard. Le silence tombe comme un poids physique. La tête de Sophie se tourne brusquement vers Théo. Je continue méthodiquement à travers mes preuves. Relevé bancaire prouvant que mes parents ont suffisamment d'actifs pour garantir le prêt eux-mêmes. Mon historique de prêts étudiants par rapport à l'éducation entièrement financée de Théo. Entrée de journal d'enfance documentant un favoritisme systématique.
Mais peut-être le plus convaincant, dis-je, cliquant, est cette analyse montrant que ce schéma s'est répété tout au long de nos vies. Théo reçoit. Je donne. Des chambres aux anniversaires en passant par les frais d'université. Le visage de papa est devenu de pierre. Les larmes de maman ont cessé, remplacées par quelque chose de plus dur. Tu déformes tout, crie Théo, claquant sa main sur leur table. C'est ce que font les familles. Elles s'entraident. Comme tu m'as aidé avec mes prêts étudiants, je demande. Comme tu as aidé quand j'ai eu besoin d'un co-signataire pour mon premier appartement? L'aide n'a toujours coulé que dans une seule direction. Tante Martine prend la parole depuis son carré. Robert, est-ce vrai? Que Chloé a payé ses études seule pendant que vous couvriez les dépenses de Théo? Papa ne peut pas la regarder dans les yeux. Mes décisions financières ne sont pas la propriété de la famille, je déclare, regardant directement la caméra. Je suis prête à établir une relation à l'avenir, mais seulement sous de nouvelles conditions. La cuisine derrière eux est si silencieuse que j'entends l'horloge murale tic-tac. Pas de contact pendant 6 mois, je continue. Après cela, nous pourrons réévaluer en fonction du comportement de chacun. Toute tentative de me manipuler ou de contacter mon lieu de travail remettra le compteur à 0. Papa ouvre la bouche, la referme. Pour la première fois de ma vie, je l'ai rendu sans voix. Dans ses yeux, derrière la colère, scintille quelque chose d'inattendu. Du respect. Théo se lève brusquement. C'est des conneries. Le reste de sa phrase est coupé alors qu'il s'éloigne de la caméra. Maman se penche en avant, sa main tendue vers l'écran comme si elle pouvait me toucher à travers 3000 kilomètres. Chloé, je. Elle s'arrête, déglutie. Je suis désolée. Je n'ai pas vu ce que nous faisions. C'est la première excuse sincère que j'entends d'elle depuis mon enfance. 6 mois, je répète, mon doigt planant au-dessus du bouton de déconnexion. À vous de jouer. Je mets fin à l'appel à mes conditions, pas aux leurs. Le silence dans mon appartement est différent maintenant, comme le calme après le passage d'une tempête, comme la liberté. Je tends les bras vers le plafond de mon appartement californien, le soleil traversant les fenêtres qui font face au ciel du matin. 6 mois dans cet espace avec un vrai salon, et je souris encore chaque fois que je traverse les parquets pieds nus. Mon téléphone vibre avec un autre message de félicitations pour ma promotion d'hier. Toute l'équipe de recherche s'est réunie avec du vrai champagne, pas le vin pétillant de supermarché que mes parents ont servi quand Théo a eu son premier emploi après l'université. Petit déjeuner sur le balcon. Léa envoie un message, ma voisine d'en bas devenue amie qui accepte sans poser de questions mon besoin occasionnel de week-end tranquille. Mon nouveau cercle ici comprend que les limites ne sont pas des murs, ce sont des périmètres sains qui rendent les relations possibles. Je jette un coup d'œil à mon calendrier, où les vacances du mois prochain à Sedona brillent en gras. Mon argent de prime, dépensé pour des levers de soleil dans le désert au lieu de l'obligation de quelqu'un d'autre. Le rituel paisible du café du matin, sans redouter la sonnerie familiale, me suit sur le balcon. Au travail, Camille, une nouvelle assistante de laboratoire, plane près de mon bureau, son téléphone à la main. Tout va bien, je demande. Ses yeux brillent. Mon frère a besoin de co-signataires pour son prêt commercial. Mes parents me font pression, mais je viens de commencer à rembourser mes prêts étudiants. Il y a 6 mois, j'aurais marmonné une sympathie maladroite. Aujourd'hui, je tire une chaise. Ton succès t'appartient, lui dis-je, ma voix stable. Tu n'as pas tort de le protéger. Les mots coulent sans amertume. Plus tard, refuser une demande d'un collègue semble simple, mon nom émerge sans la culpabilité qui tordait autrefois mon estomac. De retour à la maison, la lettre de mamie est encadrée à côté de mes diplômes. Ta vie t'appartient d'abord. Plus cachée dans un tiroir, mais affichée fièrement, comme la femme que je suis devenue. Des séances de thérapie 2 fois par mois m'ont aidé à comprendre les schémas gravés dans mon enfance. La dynamique de l'enfant doré n'est ni ta création ni ta responsabilité, m'a rappelé ma thérapeute la semaine dernière. La réalisation a atterri différemment qu'avant, s'est installée plutôt que de piquer. Les week-ends incluent désormais du bénévolat dans un programme d'éducation financière pour femmes. Dimanche dernier, j'y ai rencontré Eric, un développeur de programme dont les questions douces ne dépassent jamais les limites que je propose.
Sa main dans la mienne ressemble à une invitation, pas à une exigence. Des cousins du côté de ma mère m'ont contacté après mon départ, des ponts familiaux lointains reconstruits sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Hier soir, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé auprès depuis des semaines. L'espace qu'il occupait autrefois est maintenant rempli de vie réelle. Les lettres de maman arrivent maintenant tous les mois, hésitantes au début, puis de plus en plus sincères. Je n'avais jamais considéré à quel point nous vous traitions différemment, toi et Théo, a-t-elle écrit récemment. Le silence obstiné de papa s'est adouci en de brefs messages textes sur la météo et les scores de baseball, de petits pas à travers un large fossé. De Léa, la nouvelle que Théo fait face à une saisissant mon filet de sécurité financier. Sophie a amené Louis en visite le mois dernier sans le dire à Théo, sa rébellion silencieuse contre des années de satisfaction de ses demandes. Thanksgiving approche, et ma table de dîner accueillera la famille que j'ai choisie, Léa, des collègues, des voisins devenus amis. Margot vient la semaine prochaine pendant son voyage de célébration de la retraite. Léa arrive jeudi, planifiant déjà son toast à la femme qui s'est choisie elle-même. La lettre de félicitations de Monsieur Martin est sur mon bureau, son écriture soignée me rappelant que le courage prend des formes différentes à chaque âge. Hier a marqué mon anniversaire de liberté avec un petit cupcake, une tradition que je continuerai chaque année. Ce matin, j'ai ouvert un compte d'épargne spécialement pour l'éducation de Louis, mes conditions, mon choix, la note que je lui donnerai pour son 16e anniversaire déjà rédigé. Ton avenir t'appartient à construire, mais le soutien doit venir librement. Au revoir. Je ferme mon ordinateur portable sur le projet terminé d'aujourd'hui, portant ma tasse de thé sur le balcon. Le Pacifique s'étend devant moi, vaste et étincelant. Debout, les bras tendus, le visage réchauffé par le coucher du soleil, je comprends enfin que la liberté n'est pas l'absence de famille mais la présence de choix. Avez-vous déjà dû établir des limites fermes avec votre famille ? Comment ont-ils réagi lorsqu'ils ont réalisé que vous ne céderiez pas ?